8. Nous sommes avec le docteur Thierry Najman, qui est psychiatre, auteur de Lieu d'asile aux éditions Odile Jacob. Docteur Najman, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Une attaque au couteau est toujours un événement au fort potentiel traumatique pour la société en général. Alors il y a évidemment les blessures infligées aux victimes, mais l'attaque au couteau, ça traumatise même tous ceux qui sont bien éloignés du drame. Oui, absolument. Alors permettez-moi de me joindre à l'ensemble des émotions qui sont exprimées actuellement au sujet d'un acte absolument abject et d'exprimer quelques pensées à l'égard des familles et de saluer à mon tour également les actes courageux de ceux qui ont essayé de s'interposer. On peut d'ailleurs se poser la question, docteur Najman, qu'aurions-nous fait ? Qu'aurions-nous fait ? Mais absolument, parce que, comme vous le soulignez, un acte de cette nature, pour différentes raisons, suscite énormément d'émotions. Et je crois que dès lors qu'il y a une émotion aussi intense, il faut appeler à la prudence dans les réactions, parce que les deux conséquences principales d'émotions aussi fortes et débordantes, c'est d'abord le risque que les discours extrémistes viennent, comme toujours, surfer et se nourrir des émotions fortes. On sait que les extrêmes, de façon générale, adorent jouer avec les peurs et se précipitent en général sur ces situations pour exprimer des discours simplistes et haineux. Et le deuxième risque, je crois, quand il y a des émotions débordantes, c'est de basculer dans la panique. Et la panique n'est jamais bonne conseillère. Et donc la première réaction, me semble-t-il, c'est d'appeler à la prudence, d'attendre un peu que les émotions retombent, puisque dans le cas présent, le fait même que cet acte abject met en jeu notamment des très jeunes enfants, des nourrissons, est de nature à amplifier ce que chacun d'entre nous peut ressentir. Les jeunes enfants viennent évidemment incarner les générations futures. Et il faut toujours être très prudent lorsque l'on parle d'un tel événement aussi dramatique, puisque nous manquons tous d'éléments. Notamment sur le mobile et les raisons qui ont poussé cet homme à commettre cet acte. Mais absolument. Nous ne savons rien de cela pour l'instant. Nous ne savons rien, très peu de choses. Pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et alors, à partir du moment où nous sommes devant un tel mystère et un acte aussi grave, nous avons tendance à nous précipiter vers les explications simplistes. Oui, bien sûr. Et alors, comme toujours, les explications simplistes, c'est toujours la même chose. Nous avons tendance les discours ont tendance à se tourner vers à mettre en accusation, à mettre en cause les plus fragiles, c'est-à-dire soit les malades mentaux, soit ceux qui sont différents de nous, qui sont originaires d'une autre culture. Et là, en l'occurrence, évidemment, il y a eu immédiatement un certain nombre de commentateurs qui se sont précipités pour supposer qu'il s'agissait d'un islamiste. Ça n'est pas le cas. Il s'agit d'un individu qui est d'une autre culture. Mais Thierry Najman, et puis l'émotion est forte. Parce que ce sont des enfants qui ont été attaqués. Imaginons que cet homme ait poignardé 3 ou 4 adultes. On en aurait parlé, mais moins. Sans doute moins. L'émotion aurait été moins forte. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Alors, il est bon de rappeler en cette occasion que toutes les études scientifiques montrent que lorsqu'il y a maladie psychiatrique, la proportion d'actes criminels ou délictueux n'est pas plus importante
dans la population d'individus qui sont affectés d'une maladie psychiatrique que la population générale. Et les études montrent même, je sais que ça peut paraître surprenant. Mais Thierry Najman, ça veut dire que quelqu'un qui est sain d'esprit, vous me comprenez, peut très bien tout à coup dériver et aller jusqu'à frapper quelqu'un à coup de couteau? Jean-Jacques Bourdin, il me semble qu'il est très important de faire la distinction entre une maladie psychiatrique et un acte fou. Je veux dire que, de toute évidence, il est indiscutable que cet acte est un acte fou et qu'il peut y avoir un moment de folie. Mais ce moment de folie ou cet acte délirant, n'est pas obligatoirement effectué par un individu qui a une maladie mentale. Oui. Et donc, il faut être absolument prudent. Mais on l'est. Vous avez raison, docteur Najman. Il faut être prudent. Moi, j'ai une autre question. Oui. Peut-être que cet individu avait consommé des toxiques, nous ne le savons pas. Pas de stupéfiants, pas d'alcool. Est-ce qu'on en a la certitude? Oui, puisque des examens il a été placé en garde à vue. On a déjà les résultats de ces examens. On a déjà les résultats et ni stupéfiants ni alcool. Très bien. Comment parler de ce drame? Mais je le souligne, excusez-moi, je le souligne. Oui. En tout cas, évidemment, les liens entre maladie mentale et actes criminels sont des liens extrêmement complexes et subtils, mais alors, évidemment, il est toujours difficile de glisser d'un raisonnement populationnel à une question individuelle, mais de façon générale, les malades mentaux, les gens qui souffrent de psychose, de schizophrénie, de bipolarité, etc., ne commettent pas plus de crimes ou de délits que la population générale. C'est important de le souligner, évidemment. C'est important de le souligner. Ensuite, évidemment, les liens sont plus complexes à l'échelle individuelle. Évidemment. Évidemment. Oui. Merci, docteur Najman. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous. Émotion et recueillement, évidemment, à Annecy. Une messe est prévue ce vendredi à la cathédrale, je crois. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai entendu dire il y a quelques minutes d'ailleurs. Il y a beaucoup de recueillements et en ce moment, je suis d'ailleurs sur le site où beaucoup de passants, d'enfants viennent se recueillir, rendre hommage à l'événement et puis se parler. Je crois que c'est très important de faire corps ensemble quand on est simple citoyen, élu ou quoi que ce soit. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est juste d'être ensemble et puis de faire face à ce terrible événement qui a touché le symbole de l'innocence. C'est un parc pour enfants, peut-être sur le plus bel endroit de la terre, sur le paquet en face du lac. Là, je vous parle à ce moment en face du lac. Voilà, c'est beaucoup d'émotions ici à Annecy. Évidemment, beaucoup d'émotions. Avec cette aire de jeu, on voit tout le monde. Malheureusement, ne partageons pas trop et ne partageons pas certaines vidéos quand même. Il faut faire attention parce que c'est extrêmement violent. Faut pas que des enfants puissent voir ce qui s'est passé. Mais on voit sur les vidéos, Guillaume Tatu, on voit l'attitude. J'étais assez étonné. C'est un endroit où l'on court beaucoup, il y a beaucoup de joggers. Guillaume Tatu, alors certains ne sont pas aperçus de ce qui se passait et on continue à courir, à passer. D'autres, les vidéos ont été filmées, ce sont des riverains qui ont filmé. Bon, je ne sais pas ce que nous aurions fait, et les uns et les autres, si nous avions été confrontés à la situation. Je ne veux pas tirer de conclusion, surtout pas. Ce que je sais, c'est que l'assaillant vivait depuis plusieurs semaines à Annecy, si j'ai bien compris. Un SDF qui avait ses habitudes rue Royale. La rue Royale, dites-nous, Guillaume Tatu, c'est une rue très commerçante de la ville. Oui, tout à fait. C'est une rue commerçante qui, quand on arrive à la fin de la rue Royale, ça arrive donc au Paquet, cette vaste étendue d'herbe, là où il y a le parc où il y a eu l'accident en face du lac. Voilà, il vivait rue Royale, il était là, il arrivait vers 18h. Je vous dis ce que racontent des voisins de la rue Royale. Il se lavait les dents, il dépliait un carton, il s'allongeait dans l'allée, il s'endormait, c'était un immeuble, il s'endormait vers 19h, il partait tous les matins assez tôt, et régulièrement d'ailleurs il allait au Paquet.
le matin. Il était discret, le carton c'était son matelas, il portait toujours un turban sur la tête qui lui servait à masquer la lumière. Jamais agressif, il était là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Il faisait partie du décor, c'était le plus calme des SDF de la rue. Ici, il y en a beaucoup, on en a ras-le-bol, a dit aussi une habitante d'Annecy, Guillaume Tatu. Alors vous avez dit deux choses sur deux sujets. Je vais revenir sur le premier sujet. Allez. Et évidemment cette vidéo qui est absolument terrible, que moi-même je n'ai même pas pu regarder jusqu'à la fin tellement c'est terrible. Oui. Vous avez raison, il y a des passants qui ont vu une partie de la scène et sont partis. Ce qu'il faut savoir, c'est un parc où il y a beaucoup de cris d'enfants, de parents qui recadrent les enfants, et donc on est habitué à avoir une sorte de donc certains n'ont pas compris ce qui s'était passé et ont donc poursuivi leur chemin. Il faut tenir compte aussi des gens héroïques, des lycéens qui sont allés mettre à l'abri des enfants, ces deux agents municipaux qui sont allés essayer d'écarter l'assaillant. Voilà, je crois qu'il y a eu une espèce de chaîne humaine, de fraternité absolument incroyable où chacun a dû prendre sa place. Sur le SDF, effectivement, vous avez raison, il était là depuis plusieurs jours, sans agressivité, rien. Le problème qu'il y a derrière ça, effectivement, c'est l'accompagnement des SDF, de ces personnes, et du point de vue psychologique. Qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de moyens sur la psychologie et la santé mentale pour accompagner toutes les personnes qui devraient en avoir besoin. Et je crois que le sujet, il est là. Parce que si les terres d'asile, les compagnies, les autres associations pouvaient faire leur travail correctement avec plus de moyens d'État et départementaux, parce que je rappelle que ces compétences sont des compétences départementales et d'État, et ben peut-être qu'on aurait pu éviter ce terrible drame qui met toute une ville et presque un pays en deuil. Merci Guillaume Tatu, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que je voulais dire, vous avez au-delà de la cathédrale, je crois que vous attendez Emmanuel Macron qui est à Grenoble. Emmanuel et Brigitte Macron, c'est cela, Guillaume Tatu? Alors la première dame, Brigitte Macron, je ne sais pas, le président est attendu. Elle est avec lui. Mais je doute pas du tout que vous avez de meilleures informations que moi. Non, c'est le temps de l'humour, bien sûr. À 11h, il sera au Change, qui est l'hôpital d'Annecy. Je crois qu'il fait un crochet par Grenoble et il est attendu en préfecture à 14h. Et puis nous, demain, avec tous les citoyens qui le veulent, on est en train d'essayer d'organiser un rassemblement, voilà, sur le signe de la fraternité, de la solidarité, parce que ces valeurs-là, on doit les combattre pour éviter ce genre d'accident. Oui, et éviter toute récupération politique, évidemment. Oui. Même si des questions sur le droit d'asile, et d'ailleurs nous allons les poser, vont être posées entre 11h et 12h, parce qu'il faut aussi savoir se poser des questions, mais éviter toute récupération politique. Qui est responsable? Personne ne peut dire c'est un tel ou une telle. On est bien d'accord, hein, Guillaume Tatu? On est bien d'accord. Le premier responsable, il est en prison aujourd'hui. Hein, que les choses soient claires. Il est encore déjà en prison, mais il va l'être. Et évidemment, la justice va faire son travail. Mais il y a une question de moyens sur long terme sur le traitement des migrants, sur le traitement des sans-domicile qui va de toute manière se poser et auquel les politiques qui dépassent ma simple fonction de maire adjoint va devoir se poser au plus haut niveau de l'État. Oui, c'est évidemment. Merci Guillaume Tatu. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin. Adjoint à la jeunesse de la mairie d'Annecy. Il est 11h03, bien sûr, nous allons poursuivre sur ce qui s'est passé à Annecy hier matin. Nous allons parler du droit d'asile. Mais auparavant, je voudrais, avec vous, Félix Mathieu, que nous redonnions des nouvelles des enfants blessés. C'est la priorité, évidemment, et des deux adultes qui, eux aussi, ont été poignardés. Avec 2 des 4 enfants qui ont été blessés, qui sont toujours en urgence vitale. 2 urgences vitales, indique le porte-parole du gouvernement ce matin avant le déplacement présidentiel. De ce que je sais, il y aurait encore 2 enfants considérés en urgence absolue, en urgence vitale, dit-il, précisant que des interventions chirurgicales ont été réalisées. 3 des petits blessés ont été transférés à Grenoble, le 4e à Genève en Suisse après avoir reçu des premiers soins à Annecy. Aucun mobile terroriste apparent, c'est ce que précise la justice. L'homme a passé la nuit évidemment en garde à vue, expertise psychiatrique ce matin. Nous en saurons donc un petit peu plus. Encore une fois, soyons extrêmement prudents. Je ne vais pas tomber dans les supputations ou les prévisions en tout genre. Ici, nous nous intéressons aux faits avant l'opinion. Il est 11h04, vous êtes sur Sud Radio. Je précise que cet homme au couteau est syrien, qu'il est arrivé en Suède en 2013, et il a vécu là-bas jusqu'à l'automne dernier, et à l'automne, il est venu en France, il a déposé une demande d'asile en novembre. Cette demande d'asile a été refusée dimanche dernier.
voici les faits. Nous allons entrer dans les faits, nous allons réfléchir au droit d'asile, évidemment. Et nous allons parler aussi de récupération politique, mais auparavant, je voudrais que nous appelions Aurel Guedj, qui est médecin spécialisé en médecine d'urgence. Aurel Guedj, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, merci de l'invitation. Alors, je suis, pour parler du droit d'asile, je suis avec Vanessa Hedberg, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes avec Jean-Michel Fauvergue, qui est ancien député, ancien patron du RAID, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Bonjour Jean-Michel Fauvergue. Bonjour, et Pierre Cordier, qui est député LR des Ardennes. Bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous tous les trois. Je voudrais simplement que nous réfléchissions, avant de parler de l'assaillant, de parler du droit d'asile, je voudrais que nous réfléchissions sur le comportement des uns et des autres. Tout le monde a vu des vidéos, évidemment. On voit ces joggeurs qui courent, qui ne s'aperçoivent même pas de ce qui se passe à quelques mètres d'eux. Ces vidéos ont été prises par des riverains. Qu'aurions-nous fait ? Qu'aurions-nous fait si nous avions été sur place ? C'est la question que je me pose. Tiens, je vais... Aurel Guedj. Alors oui, donc c'est une très bonne question que vous faites et je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. La première chose que vous soulignez, c'est quand on est face à une situation pareille, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut transmettre l'information. Il faut d'abord appeler le 15 ou le 17 ou le 18. Il faut appeler un numéro d'urgence parce que ce qui va être fait, c'est qu'ensuite l'information va être transmise. Prenons cet exemple-là, les pompiers, enfin les policiers ont mis 4 minutes 10 à arriver après l'appel. Ce qui veut dire que si vous passez du temps à réfléchir ou si vous passez du temps à vous dire qu'est-ce que je fais sur place, etc., en fait, c'est une perte de chance pour le patient. C'est aussi une perte de chance pour récupérer l'agresseur. Donc il faut vraiment, le premier réflexe, c'est d'appeler un des numéros d'urgence, d'appeler le 15, et pour tout ce qui va être manipulation médicale, secourisme, etc., vous allez être assisté. Puisque vous expliquez comment mettre un garrot, même si je venais à vous le faire, etc., vous débrouillez avec une ceinture, on serre, tout ça. Dans une situation de stress, c'est très compliqué d'arriver à connecter quand c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. C'est compliqué. Bien sûr, Jean-Michel Fauvergue. Qu'aurions-nous fait ? On s'est tous posé la question, je vais vous dire. Oui. Tous, moi le premier, on s'est tous posé la question en regardant la vidéo. C'est la première question qu'on s'est posée. Après, pour répondre à cette question-là, Jean-Jacques Bourdin, qui est une question très difficile, ça dépend du niveau que vous avez, des compétences que vous avez à titre particulier. Je rappelle que l'article 73 du Code de procédure pénale nous donne la possibilité d'agir en flagrant délit. Tout citoyen, tout citoyen peut agir. Ce qu'a fait Henri, qu'on a vu. Henri qui était là, qui passait par là, qui faisait et qui est intervenu, qui a essayé, qui a réussi quand même à pousser l'assaillant à quitter l'aire de jeu. Après, le degré de l'intervention, on l'a entendu, peut aller du fait d'appeler les secours jusqu'au fait de porter secours après les coups, ou d'intervenir dans la mesure de ses moyens. Et les interventions qui ont été faites, en particulier en se protégeant avec des sacs à dos, en se protégeant avec le mobilier urbain, en essayant d'arrêter ce fou pour dans son action, pour qu'il s'arrête de poignarder des petits enfants. Eh bien, c'est toujours ça de gagner. Ça permet de ralentir son attaque et de laisser aux forces de l'ordre, les seuls spécialistes dans ce domaine-là, police municipale et police nationale, la possibilité d'intervenir. Alors qu'aurions-nous fait ? On fait en fonction de ce qu'on peut faire et de ce qu'on sait faire. Bien sûr, de ce qu'on sait faire. Il avait un couteau dans la main, un opinel, je précise, parce que pour que chacun puisse savoir, les faits sont les faits. Un opinel, il avait un couteau dans la main, évidemment. Un homme avec un couteau, je ne sais pas, mais je vais vous donner la parole, Pierre Cordier. Mais Aurel Guedj, un homme avec un couteau, c'est pas évident de l'affronter. Alors c'est pas évident de l'affronter, et puis même au niveau des plaies, vous vous rendez compte que on n'a pas le même rapport de taille, c'est-à-dire qu'un opinel qui va faire entre, je crois, 5 et 10 cm, c'est assez, ça peut paraître plus petit que certaines autres armes, mais par rapport à un enfant, sa taille fait que malheureusement, les organes, vous avez beaucoup plus de chances de toucher des organes vitaux, d'en toucher plusieurs, et la létalité est beaucoup plus importante. Ce qui a été dit par contre qu'on peut quand même rajouter, c'est qu'évidemment on n'enlève pas un corps étranger. S'il y a une plaie par arme blanche, la personne laisse le couteau. N'enlevez surtout pas le couteau. Il faut le laisser en place puisque peut-être qu'il permet justement par sa position, il est peut-être en train de transpercer une artère et au moment où vous allez retirer le couteau, ça va saigner, le patient va se vider de son sang et il faut que ce soit fait en bloc opératoire. Donc surtout,
appelez un numéro d'urgence, comme ça on vous expliquera. Mais surtout n'intervenez pas médicalement, quoi. N'essayez pas, oui. Je comprends. N'intervenez pas médicalement. La chose que vous pouvez faire en urgence, qui est assez simple, c'est que vous pouvez mettre évidemment un point ou mettre un point de pression. Vous pouvez prendre directement votre main sur la plaie pour appuyer, pour faire une compression, mais vraiment il faut transmettre l'information, puisqu'on peut le voir, on a des services qui sont compétents. 4 minutes 10, le temps d'arrivée de la police pour sécuriser les lieux. Oui, 4 minutes 10. Oui, c'est extrêmement rapide. Aurel Gage, merci dans tous les cas. Merci à vous, médecin spécialisé en médecine d'urgence. Pierre Cordier. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est déjà intéressant de faire ces petits rappels à la radio, même s'il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui bénéficient de cours de secourisme, etc. Et les cours qui existent, qui sont donnés pour énormément de professions aujourd'hui, bien entendu, ne parlent pas de plaies concernant des couteaux et autres. C'est beaucoup des massages cardiaques, des gens qui font des crises cardiaques comme ça dans la rue, des problèmes, voilà. Mais c'est important de le rappeler. Qu'aurions-nous fait ? C'est votre question, Jean-Jacques Bourdin. C'est sûr que quand on est un ancien du RAID, comme Jean-Michel Fauvergue, qui a la carrure qu'il a et l'expérience sportive et autres qu'il a, voilà, c'est pas pareil que quelqu'un qui peut avoir un certain âge et qui passe à côté, etc., qui n'a pas forcément la condition physique ou qui n'a pas fait de sport de combat et autres. Donc, en fait, c'est difficile de répondre à cette question. En tous les cas, il faut avoir beaucoup de courage et moi, je veux saluer le courage de cet homme qui est passé, qui a pris les choses en main. Henri, voilà, et qui faisait, paraît-il, une visite d'un certain nombre de villes, de cathédrales, etc. Donc voilà, c'est tout en son honneur et on parle parfois de la Légion d'honneur qui est remise à des personnes qui ne le méritent pas. Je crois que lui, il la mérite grandement. On est d'accord. On est totalement d'accord. Bien. On parle du droit d'asile, mais avant, je voudrais parler de politique un petit peu. Récupération politique. Est-ce qu'il y a eu récupération politique autour de cet événement, selon vous, Vanessa Hedberg ? Je pense que malheureusement, il y a toujours un petit peu de récupération politique. Là, ce qui a pu faire obstacle à une récupération zémourienne ou le péniste, c'est que l'assaillant serait, j'emploie le conditionnel, chrétien et pas musulman. Chrétien d'Orient. Chrétien d'Orient, exactement. D'ailleurs, les chrétiens d'Orient n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Mais on dit les chrétiens comme on aurait dit il est musulman, que les choses soient très claires. Pas pour Zemmour ou le Front National. Ah bon, non, mais Éric Zemmour a dit quand même quelque chose qui m'a surpris. Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment chrétien. Écoutez bien, il s'est déclaré chrétien comme d'autres se déclarent homosexuels car ils ont compris que ce sont les catégories que l'on accueille plus favorablement. Oui, ça c'est la réalité. Après il y a eu l'interview sur une chaîne télévisée avec sa compagne et la mère de son enfant qui ne savait pas du tout où il était depuis 3 mois et elle a confirmé qu'il était chrétien. Oui, il est, oui. Jean-Michel Fauvergue. Oui, quand on dit c'est la réalité, il faut préciser les choses. C'est-à-dire que effectivement, dans les demandes d'asile, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de conseils qui sont distribués, en particulier par des associations, et qui disent à ces demandeurs d'asile, c'est mieux de se présenter comme chrétien, c'est mieux de se présenter comme une minorité qui est poursuivie, homosexuelle ou autre, opprimée, et vous avez plus de chances d'obtenir votre droit d'asile. C'est ça que ça veut dire. Et puis il y a un moyen de vérifier s'il est vraiment, s'il est chrétien ou musulman. C'est ce que Monsieur circoncis tout simplement. Bon, il a crié, il a crié sa chrétienté. Moi, je connais quelqu'un qui m'a renseigné, qui est d'origine libanaise, qui connaît bien effectivement les chrétiens maronites et autres de Syrie et du Liban, et qui m'a précisé que le geste qu'avait fait l'homme en question avec le couteau, etc., n'était pas du tout un geste qui était fait par des chrétiens, que ce soit au Liban ou en Syrie. Donc je pense que ce qui vient d'être évoqué par Jean-Michel Fauvergue est tout à fait juste, et qu'il y a des conseils qui sont donnés, et on conseille très aisément à ces personnes de se revendiquer soit chrétiens et donc opprimés par un certain nombre de pays où les musulmans sont ultra majoritaires et oppressent les minorités religieuses ou homosexuelles et autres. Et en cela, voilà, je pense que l'enquête en tous les cas le dira. C'est difficile de le dire aujourd'hui, mais la manière dont le couteau a été montré, levé en l'air, etc., il y a quand même des gestes qui ne trompent pas. Bon, moi, je ne tirerai aucune conclusion de tout cela. Encore une fois, nous allons laisser les enquêteurs travailler. Cet homme, dans tous les cas, vivait à Annecy depuis plusieurs semaines. Il était connu dans le centre-ville d'Annecy. Il était sans abri. Il vivait dans la rue principale d'Annecy, rue très commerçante. Il était comme on voit beaucoup de sans-abri tous les soirs. Il
il dépliait un carton, il dormait là. Il avait été repéré dans ce parc à plusieurs reprises. Bien sûr, il fréquentait ce parc régulièrement. Il parlait tout seul, il a été régulièrement. Alors, il est suédois. Il est arrivé en 2013 de Syrie en Suède. Il est arrivé en tant que réfugié. Après être passé par la Turquie. Après être passé par la Turquie. Et en arrivant comme réfugié sur le territoire européen, il est arrivé en Suède. Donc il est entré en Europe en Suède. C'est important de le préciser. Tout à fait. Et c'est donc en Suède qu'il a déposé une demande pour avoir ses papiers. Sa première demande. Un droit de séjour. C'est bien ça, Vanessa Hedberg ? Il aurait, encore une fois, j'emploie le conditionnel, il aurait déposé sa première demande en Suède. Donc effectivement, la règle, c'est quoi ? La règle, c'est quand un demandeur d'asile se présente pour la première fois dans un pays, normalement, le pays qui est compétent pour pouvoir examiner sa demande d'asile, c'est le premier pays dans lequel il s'est rendu. Oui. La seule règle qui passe avant ça, c'est s'il a de la famille dans un autre pays de l'Union européenne, voilà, et de la Suisse comprise. Ici, apparemment, effectivement, il a rencontré par la suite une compagne, il a eu un enfant, et quand il est arrivé, sa première demande a été faite en Suède. Attention. Et sa demande a été acceptée en Suède. Bien, et en Italie par la suite. Et en Italie. Nous allons déplier, si je veux dire, le curriculum, le CV, le parcours de cet homme, parce que c'est très important pour nous permettre ensuite d'ouvrir notre débat sur le droit d'asile en Europe. Il est 11h16. Bien, nous reprenons le fil du parcours de cet homme, de cet assaillant. Donc il est arrivé en Suède, il a déposé sa demande en Suède, il a été accepté. Encore une fois, il a fait sa vie en Suède. Enfin, il a commencé à faire sa vie. Je ne sais pas trop s'il travaillait ou pas. Enfin, sa compagne. Il a dans tous les cas une Suédoise, une compagne suédoise. Qu'il avait rencontrée quand même en Turquie. Qu'il avait rencontrée en Turquie. Elle a précisé, effectivement, dans une interview qu'on a quand même un petit peu de mal à comprendre, parce que les Suédoises, elles parlent anglais, mais bon voilà, qu'elle aurait rencontré cet homme en Turquie et qu'ils seraient tombés amoureux l'un de l'autre là-bas. C'est ce qu'elle a précisé dans son interview. Et ils ont eu 3 enfants. 3 enfants. 3 enfants. Bon, d'accord. Bon, vous voyez. Moi, j'avais un. Moi aussi. Bon, mais 3 enfants, Vanessa, très bien. Et chacun d'entre nous a cherché, évidemment. On a essayé de se documenter. Donc, il est arrivé en Suède. Pourquoi me dites-vous, Vanessa Hedberg, qu'il aurait pu aussi faire des demandes de statut de réfugié en Suisse ou en Italie ? Alors, la règle, encore une fois, c'est le pays qui est responsable de l'examen de la demande d'asile, c'est le premier pays où le demandeur d'asile est arrivé. Ici, j'emploie le conditionnel, ça serait la Suède. Mais il y aurait aussi des demandes qui auraient été faites en Italie et en Suisse. Est-ce qu'on leur a aussi accordé ce statut de réfugié en Italie et en Suisse ? À ce moment où on parle, je n'ai pas la réponse. Toujours est-il qu'il est important de préciser que selon le règlement Dublin, si effectivement la règle c'est... Dublin 3. Dublin 3, exactement, en 2013, tout à fait. La règle c'est le premier pays qui accueille le demandeur d'asile doit procéder à l'examen de la demande. L'exception c'est s'il a de la famille dans un autre pays. Et ensuite, très important, il existe la clause de souveraineté où un pays peut tout à fait accorder le statut de réfugié à quelqu'un qui l'a déjà dans un autre pays de l'Union européenne s'il le souhaite, pour des raisons humanitaires ou pas. Ça ne fait pas lieu à interprétation et c'est clairement écrit dans le règlement Dublin 3. Bon, alors, dans le règlement du Dublin 3, il est en Suède, il a, en toute légalité, je le précise, il a voyagé en Europe parce qu'il peut voyager en Europe en toute légalité. Attention. Ou pas ? Quand j'ai un titre de séjour d'un pays membre de l'Union européenne, je peux tout à fait voyager dans l'espace Schengen pendant une durée de 90 jours au plus. Ah, au plus 90 jours. Tout à fait, là c'est pas le cas. Donc il a voyagé irrégulièrement. Attention, ici, il a fait sa demande d'asile en France le 28 novembre 2022. Quand on fait une demande d'asile en France, pendant le mois d'examen pendant la durée d'examen de la demande, on a tout à fait la possibilité de rester sur le territoire. D'accord. Voilà. Bon, mais pardon, mais vous me disiez, il était en Suède.
Et finalement, il n'avait pas le droit de voyager en Europe. Il n'avait pas le droit, donc il a voyagé illégalement. Il est entré légalement. Il est entré illégalement en France. Il est rentré légalement en France puisqu'il ne pouvait y rester que 3 mois. Exactement. Quand on a un titre de séjour, même réfugié dans un pays de l'Union européenne, on peut voyager pendant 90 jours dans un pays de l'Union européenne. Mais il séjournait au plus que 90 jours. Ah, d'accord. Sauf que pendant cette période-là, exactement. Pendant cette période-là, il a formulé une demande d'asile qui génère un nouveau droit, qui est la possibilité de rester sur le territoire pendant l'examen de la demande. Ça pose problème, non ça, ou pas Jean-Michel Fauvergue. On n'y comprend rien, vous êtes d'accord avec nous on n'y comprend rien, on essaie. En fait, en réalité, c'est ça qu'il faut changer. Les faits, comprendre. Oui, comprendre, ça nous permet de réfléchir. En fait, en réalité, c'est ça qu'il faut changer. Il faut que ça soit beaucoup plus simple. Quand vous avez un étranger qui bénéficie du statut de réfugié, du droit d'asile sur un des pays membres de l'Union européenne, plus la Suisse, on parle de la Suisse parce qu'elle est dans Schengen, dans l'espace Schengen. Eh bien, cet étranger-là, d'une manière générale, sauf exception qu'a décrit Vanessa à ce micro, cet étranger-là ne peut pas déposer sauf exception, d'autres demandes dans d'autres pays. Et mais il faut savoir aussi que quand on dépose une demande dans un autre pays, on a en même temps les droits financiers qui vont avec aussi. Donc il y a quand même aussi derrière ça Vous pensez qu'il est venu en France en sachant qu'il allait bénéficier, en ayant déposé une demande d'asile, qu'il allait bénéficier des droits qui vont avec? Non, je dis tout simplement que... Il n'est pas impossible. Je dis tout simplement qu'il est parti de Suède parce qu'il s'est séparé de son épouse, il me semble, et qu'à un certain moment, lui voulait rester sur le territoire européen, donc il a déposé d'autres demandes d'asile et il a récupéré les droits qui allaient avec. Alors je dis pas qu'il a fait ça pour les droits, mais il les a récupérés d'une manière générale. En tout cas, il y a un élément qui est aussi très important, c'est que quand un réfugié fait une demande d'asile dans un pays de l'Union européenne, on relève ses empreintes sur le fichier de base Eurodac. Voilà, exactement. C'est un fichier européen, ça. Commun, exactement. À tous les pays européens. On a toutes les empreintes de ceux qui ont déposé des demandes d'asile. Et d'ailleurs, la jurisprudence est constante sur le sujet et très claire. En général, quand il y a lieu à interprétation sur le premier lieu d'entrée sur l'espace Schengen, en général, c'est le relevé d'empreinte qui est retenu. Bon. Sur des bornes Eurodac. Mais non, mais c'est très intéressant. Il a choisi la France. Ouais. Et alors, pour quelle raison a-t-il choisi la France? C'est l'une des questions qu'on doit se poser, que j'imagine des enquêteurs vont lui poser. Moi, je serai enquêteur, c'est la première question, une des premières questions. C'est vrai que par rapport à ce qui vient d'être dit, et c'est intéressant d'une part de voir le parcours et de faire un état des lieux juridique. Bien sûr. Et c'est très intéressant d'effectivement d'entendre votre avis aussi en tant qu'avocate, puisque vous êtes amené à avoir des cas concrets dans le cadre de votre cabinet. Simplement, je pense que pour rebondir sur les propos de Jean-Michel Fauvergue, on n'y comprend pas grand-chose. Si on comprend les choses, c'est finalement relativement simple, mais je pense qu'il faut clairement aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, et ça c'est le rôle du politique, de changer les règles, parce que déplorer une situation, c'est bien, mais le rôle du politique aujourd'hui, c'est d'agir, quelle que soit sa sensibilité. Ou pas les règles, nous allons voir le débat. Je pense que Vanessa Hedberg ne sera pas tout à fait d'accord, mais forcément, elle est avocate. Tant mieux, le débat. Tant mieux, elle est avocate spécialisée en droit des étrangers. Donc, évidemment, elle va défendre les droits des étrangers. On va parler de cela. Mais je voudrais terminer le parcours de cet homme, parce que ça nous permet de poser toutes les questions que nous allons poser ensuite et sur lesquelles nous allons débattre. Deuxième chose, il dépose donc sa demande le 22 novembre dernier. Le 28 novembre 2022. 28 novembre 2022. Le 28 novembre 2022, il dépose sa demande. Et le 4, donc dimanche dernier... Donc 7 mois plus tard. Donc la décision n'a pas été rendue dans les 6 mois. Et il est possible de proroger de ce délai à nouveau de 6 mois. Là, ça n'a pas été le cas. Voilà. Donc il apprend ça dimanche dernier. Il apprend ça. La décision aurait été prise le 4. Oui. Ça ne veut pas dire que la décision lui a été notifiée. Je ne sais pas. Mais ça, c'est très important, parce que peut-être que la notification de la décision l'a entraîné dans cette folie. C'est matériellement pas possible. On ne rend pas une décision le 4, on la reçoit le 8. C'est matériellement pas possible. Le 4, c'était un dimanche, Jean-Jacques Bourdin. Oui, donc je me pose la question de la manière dont on notifie un dimanche une décision pour un sans domicile fixe qui, par définition, n'a pas d'adresse. Peut-être qu'il a été prévenu par la préfecture. Ouais, enfin, moi, je reste quand même relativement sceptique sur ce type
de procédure, parce que là, on voit bien qu'en fait, on est dans la 4e dimension. Il y a un type qui est dans la rue, qui n'a pas de domicile fixe, à qui on notifie un dimanche le fait que sa demande d'asile ne soit pas acceptée. Donc j'ai l'impression de marcher un petit peu sur la tête. Je crois qu'au niveau procédural et au niveau du suivi des personnes qui font les demandes, je pense que ça peut pas rester comme ça. Et ça a été évoqué par des témoins à Annecy que l'on a vu dans l'actualité ces dernières 24 heures, qui parlaient de ce type qui était dans le parc depuis plusieurs semaines, dans les rues d'Annecy, etc. Il vivait dans la rue principale. Non, mais ça, cette situation, elle ne peut plus continuer. C'est pas la préfecture qui rend cette décision, c'est l'OFPRA. Oui, je sais, c'est l'OFPRA, mais c'est la préfecture qui prévient. Qui transmet, non, c'est l'OFPRA qui notifie la décision. Bon, d'accord. Bon, attendez, je vais vous donner la parole, Jean-Michel Fauvert, mais il y a déjà 11h28, donc ça passe vite le temps. Il faut observer une petite page de pub et on se retrouve. Bien, cet assaillant vivait donc dans la rue à Annecy. Bien, il vivait dans la rue, il avait déposé sa demande d'asile qui... encore une fois, a été refusée. Nous expliquerons pourquoi elle a été refusée, c'est intéressant. Avec cette demande, en déposant sa demande, il bénéficiait d'aide. On est bien d'accord. Comment s'appelle cette aide? L'ADA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allocation aux demandeurs d'asile. Droit d'asile. Combien, Vanessa? Alors, c'était 421 € par mois en tout. Bon. Plus le logement. Plus le logement. Donc... la France est un pays généreux. Très généreux. Un des plus généreux d'Europe. Oui. Bon, c'était peut-être, je ne vais pas dire que c'était la raison pour laquelle il est venu en France, mais c'était peut-être l'une des raisons, en tout cas. Peut-être l'une des raisons. Donc, pourquoi est-ce qu'on lui a refusé ce droit d'asile ? Pourquoi est-ce que l'OFPRA a dit non? Moi, j'ai pas lu la décision de l'OFPRA, je suis incapable de vous donner la réponse. Jean-Michel Fauvert. Mais moi, Jean-Pierre Bourdin, je me poserai pas la question. Bourdin, pardon, excusez-moi. C'est pas grave, Jean-Michel. Excusez-moi, Jean-Jacques, je fais des confusions, ça doit être lâche. Jean-Jacques Bourdin, moi, je me poserai pas la question dans ce sens-là. Moi, la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'un individu qui bénéficie du droit d'asile vient sur le territoire national, demande l'asile, et que justement, avec les instruments qu'a l'Europe, c'est-à-dire le fichier Eurodac et la machine Eurodac, c'est à la fois une machine et un fichier dans lequel on met ses empreintes. Comment se fait-il que on n'ait pas une réponse immédiate? Comment se fait-il qu'avec le système intra-Schengen, qui est un fichier particulier pour ça, qui sert à ça justement, comment se fait-il qu'on ne sache pas immédiatement que ce gars-là est déjà en droit d'asile dans un autre pays? Il n'aurait pas dû être en libre circulation. Non, c'est faux, parce qu'encore une fois, selon le règlement Dublin, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y a la clause de souveraineté qui ne fait absolument pas lieu à interprétation, qui est très claire. Même s'il bénéficie du droit d'asile dans un autre pays, un pays peut tout à fait discrétionnairement... Il faut changer cela. Oui. Il faut changer, ça, c'est pas au niveau national, c'est au niveau européen. On est bien d'accord. Et attention, on est aussi lié à la Convention de New York et à la Convention de Genève, qui prévoit aussi ces dispositions. Alors Marine Le Pen dit qu'il faut remettre en cause la libre circulation au sein de l'espace Schengen de personnes qui n'ont pas la nationalité des pays de cet espace. Mais du coup, ça les contraint à rester dans un pays, dans un seul pays. C'est-à-dire que si demain j'ai un titre de séjour, je suis réfugié en Suède, je peux voyager de nulle part. En France, c'est quand même spécial de priver de liberté de circulation. Mais je pense qu'il faut quand même renforcer les contrôles. Déjà, Marine Le Pen n'a pas le monopole des solutions à apporter à ces questions. Tout le monde a, dans sa famille politique, moi je suis aux Républicains, des propositions aussi à faire dans ce domaine. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a une dimension franco-française, mais qui est aussi une dimension européenne, voire internationale, avec les conventions, madame, que vous avez rappelées tout à l'heure. Donc, il ne faut pas s'imaginer non plus que il y a qu'à Faucon, parce que si demain, il y a une loi qui n'est pas conforme à un certain nombre de dispositions internationales, tout le monde sait qu'avec la hiérarchie des normes, la loi ne pourra pas être appliquée et promulguée. Donc, à un moment, il faut aussi, on peut tenir des discours pour faire plaisir à vos auditeurs, Jean-Jacques Bourdin, et puis il y a aussi la réalité des choses. Et quand on est dans une situation comme on est là aujourd'hui, avec la passion qu'il y a autour et l'émotion qu'il y a autour de ces tentatives d'assassinat auprès de jeunes comme ça, mais tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Donc il faut avoir raison gardée. D'ailleurs, la passion et la raison sont deux notions qui ne se marient pas. Et je pense qu'il faut proposer, bien entendu, des solutions qui soient conformes au droit. S'il faut changer le droit, pas de problème. Si au niveau européen, il faut passer à une autre dimension, pas de problème. Il faut avoir une forme de courage politique. Il faut dire aussi les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui vient de se passer, nos compatriotes sont très en colère.
et qu'il va falloir apporter des réponses concrètes et rapidement. Alors, oui, je suis d'accord, mais je me pose des questions quand même, et je pense qu'il faut les poser. Voilà un homme qui était en situation régulière en Suède, qui a quitté la Suède pour venir en France. Pour quelles raisons ? Nous avons peut-être trouvé la raison, mais peut-être pas, encore une fois. Pour quelle raison est-il venu en France ? Devait-il, en arrivant en France, en attente de la réponse à sa demande d'asile, devait-il être aidé ? Alors, en tout cas, moi, je voudrais quand même rebondir sur ce que monsieur le député a dit, parce que, pardonnez-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord. Il faut quand même rappeler, c'est quoi le droit d'asile ? Le droit d'asile, c'est une protection internationale, parce qu'on a été persécuté dans son pays, parce qu'on risque notre vie dans son pays. Moi, les raisonnements en induction, je n'aime pas ça du tout. Si demain, vous devez fuir votre pays parce que vous êtes persécuté, parce que vous devez sauver votre vie, celle de votre famille, et que vous reconstruisez... Laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu. Et que vous reconstruisez votre vie ailleurs, dans un tierce pays, quel qu'il soit, comment est-ce que je pourrais vous empêcher de voyager avec votre famille, d'aller visiter des tierces pays si vous travaillez ? Comment est-ce que cela est possible ? À partir du moment où on vous donne le statut de réfugié, on ne peut pas vous emprisonner dans un seul et même pays. Et de toute façon, c'est absolument interdit. Ça, c'est la directive retour. Vous, madame, de pouvoir donner... Vous êtes avocate, moi je fais de la politique. Je voudrais juste terminer ma phrase. Non mais oui, mais c'est parce que vous parliez aussi longtemps, donc permettez-moi de vous dire que moi non plus, je ne suis pas d'accord avec vous et que les hommes politiques, aujourd'hui, Jean-Michel Fauvergue a été député et il sait ce qu'il en est là-dessus, sont là pour changer les choses si ça ne convient pas. Alors, donc vous faites un état du droit au jour d'aujourd'hui. Moi, je vous dis que la situation ne peut plus continuer comme ça. Et moi, je pense aussi qu'il faudrait concrètement que les demandes soient faites auprès des consulats ou des ambassades dans les pays en question. C'est-à-dire que plutôt que le Syrien passe par la Turquie, aille en Suède et fasse sa demande en Suède ou dans un autre pays de l'UE avec la Suisse, ça a été rappelé tout à l'heure, qu'il y ait une démarche qui soit faite auprès... Dans son pays ? Dans le consulat de français en Syrie ? Vous savez, ou à l'ambassade. Ça n'existe pas. Ah bon, ça n'existe pas. Dans les pays en guerre, pardonnez-moi, et une guerre. Il y a toujours une représentation française en Syrie, madame. Mais les demandes de visa restent généralement sans réponse. Quand on doit fuir, quand on est persécuté, vous pensez sincèrement qu'on a le temps de faire des démarches administratives ? Vous êtes avocate, vous défendez ça. Moi, je suis un homme politique et je vous dis que le politique, il est là pour changer les choses. Je suis d'accord. Jean-Michel Fauvergue ? Oui, deux choses. D'abord, on a aujourd'hui... en France, mais dans d'autres pays européens aussi, 130 000 demandes, grosso modo, par an de demandes d'asile. Ça a été multiplié par à peu près 5 depuis plusieurs années. Et la problématique, c'est que les demandes de droit d'asile, on met à peu près 14 à 15 mois en France pour les étudier, ce qui fait qu'au bout de 14 à 15 mois, quand on rend un avis qui est contraire à l'asile, eh bien l'individu reste toujours sur le territoire national. Ce qui fait que la demande d'asile, c'est le premier courant d'immigration clandestine qu'on a en France. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai oublié, donc je vais vous laisser la parole. En fait, je voudrais juste préciser pourquoi vous avez tout à fait raison, et qu'en général, il reste en France, c'est que le délai pour l'examen de la demande par l'OFPRA est tellement long, sachant qu'on peut faire un recours devant la CNDA. Mais là, ça n'a pas été très long, là, pour lui. Hein. Ça a été 7 mois, quand même. 7 mois, oui, voilà. C'est vrai. Donc, on est hors délai. Oui, ça aurait pu être plus rapide. On est hors délai. Ce qui explique peut-être... Est-ce que si ça avait été plus rapide, on aurait prévenu... Je ne sais pas. Enfin, ça m'est revenu, Jean-Jacques, ce que je voulais dire. Attendez, Vanessa, vous terminez. En tout cas, il peut tout à fait, suite à cette décision de l'OFPRA, il peut faire un recours devant la CNDA qui lui donne encore le droit de se maintenir en France. Et on est là sur 12 mois. Moi, en 12 mois, j'ai eu le temps de travailler, j'ai eu le temps d'avoir un enfant, j'ai eu le temps de marier. Donc, c'est créateur de droits nouveaux. Donc, la seule chose sur laquelle, si je peux aider les politiques par rapport à ce que je vois au quotidien, c'est qu'effectivement, la génération de ces droits nouveaux dû à la durée très longue des procédures fait obstacle finalement à ce qu'il reparte un jour. Je comprends. Bon, il faudrait peut-être pour cela que l'OFPRA prenne ses décisions plus rapidement. Et que le droit soit changé. Oui. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est pour réagir à ce que disait Pierre d'une manière générale. C'est vrai que le politique, c'est le rôle du politique de changer les choses. La problématique, c'est que dans notre pays, comme dans notre pays, mais dans notre pays d'une manière générale, l'immigration, le droit d'asile, un certain nombre de choses de ce type-là, la justice, la sécurité, ce sont des instruments politiques qui permettent aux uns d'avancer par rapport aux autres. Vous avez des pays de se positionner, je dirais. Voilà, vous avez des pays comme le Danemark,
par exemple, qui ont une politique de l'immigration qui est une politique qui englobe toutes les tendances politiques confondues. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on doit aussi le régler au niveau européen, que hier, il y a eu une réunion qui a été interrompue pour notre ministre à nous, de la Commission européenne aux affaires intérieures, qui a un certain nombre de choses qui ont été dites, qui, à mon avis, vont dans le bon sens, qui vont pas assez loin, mais ils vont dans le bon sens. En particulier, ça va dans le sens d'étudier les demandes du droit d'asile pour les Marocains, pour les Algériens, pour les Tunisiens, pour le Sénégal, pour le Bangladesh et pour un certain nombre d'autres pays, aux frontières de l'Europe, c'est-à-dire les mettre aux frontières de l'Europe pour mieux pouvoir les expulser rapidement. C'est l'idée, et les étudier en 3 mois. Alors justement, je poserai une autre question qui va alimenter notre débat. Est-ce que l'Europe est indispensable pour réguler l'immigration? Est-ce que on a besoin de l'Europe? Seul, on ne peut rien faire. Je ne sais pas, parce que certains, on va en parler évidemment dans les élections européennes, dans la campagne des élections européennes. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure par rapport à la question des frontières limitrophes. On voit avec l'Italie, par exemple, qui aussi récupère ou la Grèce, un certain nombre de réfugiés qui viennent liés à la proximité des pays, de la mer Méditerranée, etc. Ça a été évoqué par vous tout à l'heure. Moi, je crois qu'il faut aussi, et cette Europe, elle sert à ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a une forme de répartition ensuite des personnes qui arrivent dans ces pays frontaliers, puisqu'ils ont des côtes importantes. La dimension européenne, elle est importante. En fait, de toute façon, tous les pays où effectivement il y a des entrées en mer qui sont facilitées, et Dublin 3 effectivement ne prévoit absolument rien sur la répartition de ces migrants. Et il me paraît évident que le nombre de mers qu'on a en France, les gens arrivent plus facilement en France qu'en Suède ou aux Pays-Bas. En tout cas, il y a quand même un élément qui est très important et dont je voudrais faire part à nos auditeurs, c'est qu'en France, il existe quand même une procédure d'urgence où l'OFPRA se prononce dans un délai de 15 jours pour les pays, tout à fait, pour les pays où on est sûr de la situation. Ici, la Syrie, je veux dire, personne ne doute sur la situation actuelle en Syrie. Donc, ça n'a pas été le cas. Il a peut-être été mal conseillé par l'association, mais il aurait tout à fait pu avoir recours à cette procédure, ou peut-être ne l'a-t-il pas fait intentionnellement. Ne l'a-t-il pas voulu ? Ne l'a-t-il pas voulu, peut-être. Donc voilà. Donc, cette procédure qui existe, peut-être devrait-elle être automatisée pour les pays où le conflit est avéré, où il n'y a pas de doute sur le contexte actuel. Parce que je tiens aussi à préciser que si j'obtiens très facilement des régularisation par le travail et le regroupement familial, étonnamment, les demandes d'asile, c'est 1 sur 10 que j'arrive à obtenir. 1 sur 10 1 sur 10. Voilà, pour vous donner un chiffre vulgaire, ça serait accepté, 1 sur... Voilà, tout à fait. C'est infiniment difficile. Dans nos permanences parlementaires, parfois, même dans mon modeste département des Ardennes, il y a des gens, et pourtant il y a pas... Vous êtes frontalier. Oui, avec la Belgique, tout à fait. Mais je ne borde pas d'océan ni de mer. Ça ne vous a pas échappé, Jean-Jacques Bourdin. Et en réalité, on a parfois des personnes qui viennent nous voir pour nous dire, voilà, réfugiés politiques, etc. Donc tout de suite, moi je m'intéresse à la situation politique du pays. Est-ce qu'il y a une oppression dans ce pays? Est-ce que c'est une dictature? Est-ce qu'on persécute les gens pour leur religion ou leur orientation sexuelle et autres? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu aussi cette notion d'asile la bonne voie pour rentrer finalement plus facilement. Donc il y a des gens qui disent, ah ben asile politique. Mais j'attendais, dans votre pays, il n'y a pas de problème particulier. Enfin, c'est pas forcément de grande démocratie comme nous on le conçoit en Occident, mais il n'y a pas d'oppression non plus particulière dans ces pays. Donc il y a des personnes qui savent comment faire pour essayer de se glisser dans la brèche. Alors, je vais vous poser une autre question. Comme le disait, excusez-moi Jean-Jacques Bourdin, et comme le disait Michel Rocard, qui n'est pas de mon obédience politique, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde non plus, parce que pour assimiler les gens, pour assimiler les gens et que l'intégration se passe bien, il faut faire en sorte également qu'il n'y ait pas forcément trop de personnes qui viennent sur le territoire national. En tout cas, le droit d'asile. En tout cas, pour rester quand même pragmatique et efficace, nos politiques doivent se mettre d'accord dans l'Union européenne pour créer un outil de répartition des flux migratoires. Mais vraiment, il faut faire la distinction. Pour que le flux migratoire soit réparti, évidemment, justement. Ça, c'est absolument indispensable. Et ça permettrait de mieux contrôler d'ailleurs. Éventuellement réparti. Bon, 11h44, à tout de suite. Il est 11h48. Vanessa Hedberg, avocate spécialiste en droit des étrangers, est avec nous, ainsi que Pierre Cordier, député LR des Ardennes, et Jean-Michel Fauvergue, ancien député et ancien patron du RAID, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. J'ai 2 questions. Est-ce qu'il faut durcir les conditions d'accueil, durcir le droit d'asile en France? Est-ce qu'il faut?
Non, c'est une protection internationale pour des personnes qui sont persécutées. On ne pourrait pas. Il faut La France seule ne peut pas remettre. Il ne s'agit pas de supprimer le droit d'asile, mais de rendre les conditions d'accueil plus difficiles. Moi, je voudrais vraiment faire une distinction entre l'immigration de travail, l'immigration de famille et le droit d'asile. Le droit d'asile, il faut quand même présumer que la personne vient demander secours, vient demander la protection internationale. En fait, c'est pas un migrant, c'est un réfugié. Tout à fait. C'est tout à fait correct. Il faut bien faire la différence. Il vient se réfugier. C'est pas quelqu'un qui vient d'un pays, je vais prendre de Tunisie ou du Maroc ou d'Algérie et qui vient parce que. Alors attention, il y a des demandeurs d'asile. La protection quand on est persécuté, ça peut être pour diverses raisons. Ça peut être parce que la nationalité, ça peut être l'orientation sexuelle, ça peut être les idées politiques. Donc moi, j'ai très souvent des clients qui viennent d'Algérie, du Maroc, de pays. Oui, mais il y a aussi des étrangers qui entrent en France sans avoir été persécutés dans leur pays. Oui, mais après, c'est à charge pour eux de pouvoir apporter suffisamment d'éléments matériels pour venir convaincre, dans un premier temps, l'OFPRA, puis la CNDA. Est-ce que vous m'avez dit, une demande sur 10 est acceptée, hein, c'est ça? C'est très très rare, sincèrement. Très souvent, même quand ils ont... Oui, mais le problème, c'est que ces demandeurs d'asile, dont la demande n'a pas été acceptée, ne repartent pas dans leur pays. Le problème, en fait, c'est que devant la CNDA, quand on vient plaider le dossier, les mecs, ils sont partis sans rien. On n'a pas d'éléments probants. On n'a rien entre les mains pour prouver la réalité de la situation. Et le diable se joue dans les détails. Le juge à la CNDA, il regarde beaucoup les détails qu'il est capable de donner. Il écoute vraiment longtemps. Et tout se joue dans les détails, dans l'histoire qu'il va être capable de raconter. C'est un juge qui prend la décision. Tout à fait. Et ses deux assesseurs. Oui. Jean-Michel Fauvergue. Oui, Jean-Jacques Bourdin, moi je pense que la problématique c'est pas tant le droit d'asile. En fait, on va comparer ça à un couloir bus. Les couloirs bus sont nécessaires pour les transports en commun et pour prendre les gens. Mais si vous avez dans le couloir bus toutes les voitures qui s'infiltrent, ça marchera plus. Et c'est un peu ce qui se passe pour les demandes d'asile. C'est-à-dire notre couloir bus de la demande d'asile, il est embouteillé. Il est utilisé par des tas de gens qui viennent là en situation irrégulière. Et je le répète, pour d'autres raisons. Les demandeurs d'asile, c'est à peu près 10% ou 10 ou 20% qui sont accordés. Je sais plus exactement. Le reste n'est pas accordé et reste sur le territoire national et donc crée de l'immigration irrégulière. Donc il y a un véritable un chouintement entre le droit d'asile et l'immigration irrégulière. Qui reste en situation irrégulière puisque son droit d'asile a été refusé. Il a encore des droits? En fait, ce qui se passe, Est-ce qu'il a toujours l'ADA? Pendant l'attente, non. Il a plus, mais pendant l'attente. Il a plus l'aide? Tout à fait. Pendant cette attente, il a pu créer des droits nouveaux. Et en fait, après, on part sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour. D'où les mariages, le travail, etc. Voilà, exactement. Voilà. Et puis après, la réalité de la situation. Qui relance finalement des droits nouveaux pour la personne. En fait, à chaque fois, on se glisse dans les... Excusez-moi. Et même s'il n'y a pas de droits nouveaux, il disparaît dans la nature. Ça reste des humains. Je veux dire, moi, je suis sur un pays, je peux rencontrer quelqu'un, je ne vais pas mettre ma vie sentimentale, ma vie amoureuse et ma vie professionnelle entre parenthèses pendant un an au prétexte que voilà, ça reste des humains. Leur vie continue. Et oui, évidemment, c'est la création de droits nouveaux parce que c'est la situation de faits réels nouveaux. Alors, il faudrait que les décisions soient prises beaucoup plus rapidement. Voilà, ça je suis d'accord. Et d'ailleurs, encore une fois, ça existe. Là, ici, la procédure d'urgence aurait pu tout à fait être mise en place. Elle existe. Alors, c'est l'article, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a un article qui le prévoit. Et ici, ça aurait pu tout à fait être mis en place. La procédure d'urgence avec une décision... Est-ce qu'on a les moyens de donner des décisions plus rapidement? En tout cas, ça existe. La procédure ça existe. Mais est-ce qu'on a les moyens de prendre des décisions plus rapidement? C'est une procédure exceptionnelle puisqu'elle est dite d'urgence. Donc c'est pas le droit commun. Oui, mais c'est pour les pays où on est sûr de la situation. Ici, c'est le cas. D'accord. Voilà. Donc elle aurait tout à fait... Sur la Syrie. On voit clairement qu'il y a aussi... J'entends ce que vous dites sur l'aspect humain, madame, et il est très important, bien sûr. Mais on sait aussi que l'humain n'est pas toujours très honnête. Et qu'en réalité, il n'y a pas une présomption de malhonnêteté sur les gens. Non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Mais je rebondis sur la question de Jean-Jacques Bourdin sur les droits nouveaux. Ce qui est bizarre, c'est que quand il y a des droits qui s'éteignent, on trouve toujours un élément pour en avoir de nouveaux. Alors effectivement, on tombe amoureux, voilà, on trouve un boulot super, pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, parfois l'employeur a besoin. Hein. Non, mais c'est ce qu'on a évoqué pendant des années, les mariages blancs. On n'en parle plus de tout ça, les mariages blancs. Voilà, on parle plus de tout ça. Mais à un
moment ou à un autre, moi j'entends ce qui est dit, mais le statu quo, et d'ailleurs ça a été évoqué par Jean-Michel Fauvergue tout à l'heure au niveau de l'UE, de l'Union européenne, mais ça va être sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat aussi prochainement, avec ce texte qui va sortir, qui vienne de Gérald Darmanin ou que ça vienne des Républicains ou d'autres. En tous les cas, on aura chacune et chacun la possibilité de voir ce qu'il y a dans le texte, exactement. Mais il n'en demeure pas moins que la situation ne peut pas rester telle qu'elle est aujourd'hui. Mais je dis aussi, attention, dis aussi, Jean-Jacques Bourdin, attention de ne pas surréagir par rapport à cette situation qui reste dramatique, scandaleuse et écœurante. Il faut faire attention, je l'évoquais tout à l'heure, avec la raison et la passion. Quand on est dans une situation telle que l'on vit aujourd'hui, il faut aussi faire très attention. Et on voit bien qu'en France, quand on légifère par rapport à l'émotion et qu'il y a des textes qui sont votés par rapport à l'émotion, c'est pas forcément les meilleurs textes non plus qu'il y a dans notre pays. Et c'est vrai dans le reste du monde d'ailleurs. En tout cas, moi, si je peux donner une idée, une idée, allez-y. Si je peux donner une idée. Vanessa, vous devriez être auditionné à l'Assemblée nationale et par le ministère. Non, mais c'est vrai. En tout cas, si je peux donner une idée, je pense qu'au lieu de proposer une allocation, voilà, et puis beaucoup de nos auditeurs seront d'accord, on pourrait leur proposer un travail, avec une autorisation de travail temporaire. Parce que quand on est dans la rue à rien faire, on plonge dans la dépression. Au moins, ils toucheraient de l'argent en faisant quelque chose. Donc ça, c'est 6 mois, ils ont le droit. Les demandeurs d'asile. Oui, mais dès qu'ils arrivent, je suis désolée, il y a suffisamment de postes vacants pour pouvoir faire en sorte qu'on leur propose un travail, qu'on sache où ils sont la journée, ce qu'ils font, qui gagnent leur vie, qu'ils vivent dignement, voilà, qu'ils ne sombrent pas dans des délires paranoïaques. Et ils ne seraient pas dans la rue sans abri. Exactement. Donc ça, c'est une vraie idée. Ça, c'est une vraie idée. Leur autorisation de travail automatique avec un lien direct avec Pôle emploi pour voir sur des missions ponctuelles, intérim, pourquoi pas, voir ce qu'ils pourraient faire pendant la durée de l'examen de leur demande. Et on supprime l'allocation. C'est très intéressant. Mais est-ce que le droit international nous le permet? Parce qu'on parle d'allocation dans le droit international, on ne parle pas de travail. Je signale aussi que les demandeurs d'asile, au bout de 6 mois, peuvent travailler au bout de 6 mois. Quand vous appelez droit international, pour être plus précis, on parle de quoi exactement? On parle de la directive retour qui prévoit qu'on peut pas avoir, en fait, un étranger ne peut pas avoir finalement moins de droits. Je suis moins spécialiste que vous dans ce domaine-là, mais l'allocation, elle est prévue par des textes et elle est obligatoire. Après, le montant de l'allocation, de l'ADA, je parle. Le montant de l'allocation, on l'a vu, est très généreux en France. On peut aussi peut-être se poser la question de savoir si on continue à être généreux de cette manière. C'est pas le montant qui compte, c'est savoir si on la verse ou pas. Si, parce que ça attire aussi. Maintenant, la proposition que vous faites est effectivement une proposition intéressante. Bien, merci à tous les trois. Je suis obligé d'interrompre, c'est passionnant, mais bon, il est 11h56, donc merci à tous les trois d'être venus. Vanessa Hedberg, Pierre Cordier, Jean-Michel Fauvergue, merci beaucoup. Il est 11h57, vous êtes sur Sud Radio. Il est 12h11 minutes. On a beaucoup parlé du port des abayas à l'école. Didier Georges est là, responsable national du syndicat majoritaire chez les chefs d'établissement, le SNP2N. Ça regroupe les directeurs de collèges et lycées. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes proviseur du lycée hôtelier Jean Drouan à Paris. Didier Georges. Alors, sur les abayas. L'abaya, c'est une robe longue. En fait, c'est une tenue qui couvre tout le corps de la jeune fille, sauf le visage et les mains. Que les choses soient très claires. C'est ça. Bon, c'est ça. La circulaire, il y a une circulaire qui date du 9 novembre qui précise plusieurs choses. Qui précise que l'abaya ne doit pas être porté dans un établissement scolaire. Le ministre dit il n'y a pas besoin de prendre une circulaire supplémentaire. Les abayas sont clairement concernés par la circulaire du 9 novembre. N'ont pas édité un catalogue de centaines de pages avec des formes de manches ou de couleurs. On ne s'en sortirait pas d'un point de vue juridique. Faut-il changer la loi selon vous ? En tout cas, donner au chef d'établissement la possibilité d'avoir une assise juridique, la loi ou une circulaire, peu importe. Oui. En 1989, cher monsieur, il y avait l'affaire du voile de Creil. Oui, je me souviens. Et tout le monde disait on va pas faire une loi pour interdire un voile, alors que quelques semaines après, il pourra être contourné d'autres manières. Résultat, en 2000, il y a tellement de voiles dans les établissements scolaires qu'en 2004, on finit par aboutir à une loi. Nous, en tant que chef d'établissement, le ministre nous demande d'arbitrer.
si le port de l'abaya... de décider et d'arbitrer. Oui. Voilà. Est-ce que le port par une jeune fille de l'abaya est un acte de prosélytisme religieux? Est-ce que c'est répétitif? Alors, on l'a vu ces derniers jours sur les images qui ont été faites, y compris par d'autres médias d'ailleurs, pardon, je les évoque, mais bien sûr. Dans certains établissements, c'est plusieurs dizaines de jeunes filles chaque jour et chaque matin. Jour. Donc on nous demande de conduire des entretiens qui prennent plusieurs heures chacun, avec en face de nous parfois, pas toujours, mais parfois, des jeunes filles qui sont extrêmement bien préparées dans leurs réponses. Ce ne sont pas des abayas, monsieur, c'est un vêtement de mode que j'ai acheté chez H&M. Pardon, c'est un vêtement civil, c'est un vêtement culturel. Or, ça ne trompe personne. Aujourd'hui, on ne porte une abaya que si on est musulman en l'occurrence, mais je pourrais tenir exactement le même discours sur d'autres religions. Ça n'est pas un problème d'islam. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on est attaqué sur les réseaux sociaux. Mais vous, Didier Georges, est-ce que vous demandez est-ce que aujourd'hui, il est permis à une jeune fille avec une abaya de venir au collège ou au lycée? Alors, si le règlement intérieur de l'établissement... C'est chaque règlement intérieur de l'établissement qui précise les choses. C'est cela. Donc c'est un vrai problème. Parce que le règlement intérieur de chaque établissement, il est indépendant il peut être différent dans un collège A et dans un collège B. Évidemment. Selon qu'on habite, alors je stigmatisais personne, mais un quartier quelconque ou en pleine ruralité, on n'est pas concerné par les mêmes problématiques. Ça veut dire qu'on crée des inégalités de traitement sur un problème qui est quand même celui de la laïcité, qui est quand même, elle est au fronton aujourd'hui de nos mairies, la laïcité. Hein. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. On en parle tous. La charte le dit bien. On ne peut pas avoir des règles différentes selon l'établissement et selon le contexte. Alors vous demandez quoi, vous, les chefs d'établissement? Que demandez-vous? Un outil réglementaire qui peut être une simple circulaire qui dit que oui ou non l'abaya est autorisée dans un établissement scolaire. Mais ça peut être circulaire disant, ça peut être oui ou non, disant oui ou non, l'abaya est autorisée. Et vous n'avez pas cet outil-là? Non. On a la possibilité de décider si oui ou non on l'autorise. Oui. Nous, on considère aujourd'hui, on est un syndicat très majoritaire, 50% des personnels de direction du second degré, on considère aujourd'hui que nous n'avons pas à être les arbitres de cette décision et que c'est un sujet suffisamment important pour qu'il soit porté par l'État. Et l'État seul. Alors si on nous dit... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État se défausse aujourd'hui? En tout cas, l'État ne prend pas de décision, et ça, c'est tout à fait ennuyeux de notre point de vue. Et l'argumentaire qui consiste à dire au ministère, oui, mais alors, si on prend une décision juridique, si on modifie la loi... D'ailleurs, la loi de 2004 dit bien qu'en cas d'apparition de nouveaux signes ostentatoires, elle devra s'adapter. Hein. C'est écrit dans la loi de 2004. Ça veut dire quoi? Que l'éducation nationale est dans l'ambiguïté? Que le ministre est dans l'ambiguïté? J'ose pas penser que le ministre est dans l'ambiguïté. Simplement, il s'appuie sur les outils juridiques qu'il a à l'heure actuelle. Et qui simplement, ne sont pas suffisants. Le terrain que nous représentons, les praticiens du terrain que nous représentons, on vit pas dans un ministère, on vit, nous, chaque jour, dans un établissement scolaire. On souhaite être davantage aidés par un outil juridique qui nous accompagnera. Mais si c'est oui, c'est oui. Qu'on s'entende bien. Nos adhérents nous donnent mandat pour qu'on ait une règle claire et qui soit la même sur l'ensemble du territoire national. Véronique Decker, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été directrice d'école à Bobigny? Oui, pendant 30 et des brouettes. Oui, mais dites-moi, Véronique Decker, dans les écoles, l'abaya, le port de l'abaya ne s'est jamais posé. C'est collège, lycée, surtout lycée. Collège aussi, mais lycée avant tout. Véronique Decker, est-ce qu'il faut aujourd'hui une circulaire interdisant ou permettant le port de l'abaya au lycée ou au collège? Alors, je pense qu'effectivement, on ne peut pas confier au chef d'établissement le fait de faire des lois qui concerneraient un territoire, pas l'autre, voilà. Ça, à l'évidence, c'est une mission impossible. Après, je pense que si on légifère, forcément, on ne s'interroge pas sur les raisons qui vont pousser un certain nombre de jeunes filles ou de jeunes garçons à vouloir s'affirmer à l'adolescence par tel ou tel signe, et qu'à l'évidence, on se retrouvera avec quelque chose d'autre qui va permettre de s'affirmer. Donc, ça sera plus le voile, ça sera plus l'abaya, et ça sera, je ne sais pas, moi, un bracelet coloré, ou voilà. Je pense qu'on ne résout pas les problèmes en résolvant les symptômes des problèmes.
Oui. Vous pensez que l'interdiction ne servira à rien, si je comprends bien. Traduisons votre pensée. Je pense que l'objectif de l'école est le seul, c'est d'enseigner aux enfants les outils de la pensée. Et qu'on devrait être concentré sur les contenus et la qualité de l'enseignement. Mais Véronique Decker, aujourd'hui, ce qui est grave, c'est pas la longueur des jupes. Hein. Oui, mais Véronique Decker, peut-on accepter que dans une classe, il y ait 5, 6, 10 jeunes filles qui portent la même tenue qui, évidemment, traduit une forme de prosélytisme? Mais le crop top aussi est une forme de prosélytisme du petit Jean Paul. Pardonnez-moi, mais le prosélytisme religieux n'est pas le même qu'un autre prosélytisme, alors, Véronique Decker. Je ne sais pas si le fait de s'affirmer est une forme de prosélytisme. C'est ce débat-là qui reste un débat complexe. C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'un adolescent s'affirme comme anarchiste, comme punk, comme musulman, et qui porte une crête ou 3 trucs à l'oreille, est-ce que cette affirmation représente un prosélytisme? Et ça, moi, par exemple, j'en suis absolument pas convaincu. Oui, mais parfois le prosélytisme véhicule une idéologie qui peut être une idéologie condamnable et dangereuse. Vous comprenez ce que je veux dire, Véronique Decker? Et c'est tout le problème de l'entrisme dans notre société, disons les choses, de l'islamisme. Que les choses soient claires. Qu'on lutte contre des idéologies éventuellement d'extrême droite, qui peuvent s'appuyer sur des principes religieux. Moi, personnellement, je suis plutôt pour. Maintenant, le fait de s'affirmer comme chrétien, comme musulman ou comme juif n'est pas forcément, et de loin, le symbole d'une appartenance à une extrême droite religieuse. Vous voyez, je pense qu'il faut éviter toute forme d'amalgame sur ces questions. Il y a énormément de juifs qui ne sont pas des colons d'extrême droite prêts à trucider des Palestiniens. Il y a énormément de chrétiens qui n'appartiennent pas à l'Opus Dei. Et il y a énormément de musulmans qui condamnent toutes les formes du terrorisme. Et faire cet amalgame me paraît très périlleux et politiquement très dangereux, parce qu'il y a des gens qui vont faire les prochaines campagnes électorales là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on reste... Oui, Véronique Decker, il y a aussi des gens qui vont faire des prochaines campagnes électorales sur la présence des abayas dans les collèges et les lycées. Hein, Véronique Decker, en disant qu'il faut supprimer l'abaya des collèges et des lycées. Et que ce n'est pas fait. Alors, une chose me rassure, c'est que, à l'heure actuelle, l'immense majorité des jeunes issus de l'immigration, et en particulier des filles, ont des résultats scolaires supérieurs aux gens des mêmes catégories sociales et d'origine de parents nés en France. Donc pour l'instant, scolairement, on est plutôt bon avec ces populations de jeunes issus de l'immigration. Et que je crois que ce sur quoi on doit se concentrer, c'est sur la qualité de notre enseignement. Maintenant, mais l'un n'empêche pas l'autre, Véronique Decker. Bon, alors attendez, qu'est-ce que vous en pensez, Didier Georges? Alors j'ai quelques points d'accord avec cette dame, évidemment, mais j'ai un profond point de désaccord. Pourquoi est-ce qu'on doit... Enfin, quel est l'intérêt? Alors moi, je suis profondément laïque. Oui. Je ne suis pas d'extrême droite. Mon syndicat n'est pas d'extrême droite. Non, pas absolument pas. Et on défend d'ailleurs l'idée qu'on préfère s'en occuper nous. Oui. Nous sommes un syndicat modéré, progressiste, plutôt que de laisser la main à l'extrême droite sur cette question particulièrement. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'affirmer son appartenance religieuse à l'école? Quel est le sens de cela? Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la loi est très claire. La charte de la laïcité qui avait été mise en place par Vincent Peillon est très claire aussi là-dessus. On n'affirme pas son appartenance religieuse. Tout signe aujourd'hui qui me permettrait, vous, Monsieur Bourdin, de savoir quelle est votre conviction religieuse, à l'école, il n'a pas sa place. Je n'ai pas besoin de le savoir. Cette dame a raison. On travaille très bien avec les enfants qui sont issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération. Et on les fait progresser. L'école publique fait ça très bien aujourd'hui. Mais je vois pas le rapport avec la religion, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que globalement, on s'occupe des élèves qu'on nous confie, on le fait du mieux qu'on peut, avec des moyens que parfois c'est un peu difficile. Mais la place de la religion dans un endroit qui devrait être protégé de tout cela, et c'est cela qu'on défend. On défend l'idée que l'école publique aujourd'hui doit être protégée de toute forme d'affichage des religions, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion. Mais si c'était le vaudou ou le confucianisme, ce serait la même chose. À l'école. Mais bien sûr, et si on applique cette règle de manière simple à l'école. Mais voilà. Bien, merci Véronique Decker, merci Didier Georges. Pas de signes religieux à l'école. Que dit Bernadette, qui est à Biarritz? Bonjour Bernadette. Allô? Écoutez, je vous appelle parce que je suis choquée, voire scandalisée. Oui. Par les propos tenus par... Madame Decker, par Véronique Decker. Tout à fait, concernant un espèce d'amalgame complètement bizarre et malvenu entre le port du voile islamique à l'école et je ne sais quelle tenue qui identifierait les gens d'extrême droite. Je vois pas le rapport du tout. Ou alors la personne se trompe complètement de sujet, auquel cas effectivement le port du voile islamique est politique. Et dans ces cas-là, il est normal de demander à l'école qu'on ait une tenue qui permette à chacun de respecter les libertés des autres. Oui. Ça, c'est la première partie de mon point de vue. Et la deuxième partie de mon point de vue, qui me choque aussi énormément, c'est que là, on ne parle pas de la liberté des femmes. La liberté des femmes qui sont outragées parce qu'elles doivent, dans certains pays, être carrément grillagées. C'est une offense aux femmes qui doivent être grillagées, mais à toutes les femmes, à Véronique et à moi en particulier. Et donc, je pense que le sujet, ce serait plutôt, le vrai sujet, ce serait plutôt de dire comment est-ce que, en France, les immigrés respectent les Français, la tradition française, la culture française. Et comment est-ce qu'ils viennent en France pour s'intégrer? Mais Bernadette, là, vous dépassez. On n'est pas sur immigré, pas immigré, on est sur la religion. Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des Français qui sont musulmans. Bernadette, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est est-ce que la laïcité doit être défendue et est-ce qu'il est interdit? Et moi, je suis plutôt pour une interdiction, hein, comme vous, Didier Georges, interdit... sincèrement, interdire tout signe religieux à l'école. Nous, on est pour une règle claire. Règle claire, ben on oui. est fonctionnaire. Mais si le ministre dit l'abaya est réglementaire à l'école et on l'autorise, il n'y a plus de sujet pour nous. Il faut vraiment qu'on soit clair. C'est bien la preuve qu'on n'est pas prosélyte, nous non plus. Je comprends. On veut une règle qui aide notre profession à ne pas avoir à arbitrer chaque matin qu'est-ce qui se passe devant le collège si une enfant rentre avec une abaya ou pas. Oui. Vous savez que les chefs d'établissement, je l'ai déjà dit, vivent sur place, avec leur famille, dans certaines zones du territoire national. Prendre une interdiction de l'abaya par le règlement intérieur d'une école, c'est potentiellement s'exposer à des insultes, des provocations et peut-être plus encore. Je n'ose pas imaginer le pire. Merci à Bernadette, merci à vous d'être venu nous voir. Nous reprendrons ce débat parce que, évidemment, il est très intéressant et il réveille beaucoup de réactions. Mais c'est l'heure. Il est 12h27. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30.